Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, depuis 2022, nous avons un conflit en Ukraine qui fait rage et la France s'est engagée à plusieurs reprises à côté des Ukrainiens vraiment de manière très forte et ça s'est encore plus accentué. Alors, on a vu tout d'abord l'envoi d'armes, l'envoi d'assistance financière à milliards au travers de cette assistance, une assistance directe au travers de l'Europe, à côté des membres de l'OTAN, pour un pays qui est en guerre avec la Russie et qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui ne fait pas partie de l'Europe. Et tout cela, on a entendu notre président dire que c'était vraiment parce que l'Ukraine était dans l'Europe et que c'était en fin de compte notre guerre. De plus, dernièrement, on a entendu Emmanuel Macron qui a dit qu'il n'hésiterait devant rien, qu'il ne reculerait devant rien et qu'il n'hésiterait pas à envoyer des hommes au sol. Alors, pour évoquer tous ces sujets aujourd'hui, j'ai avec moi le général Coustou, qui est un militaire de carrière qui a voulu, qui a tenu à réagir parce que ce sont des choses qui sont graves d'envoyer des hommes, la chair de nos mamans, la chair de nous-mêmes. Et donc, Général, j'aimerais avoir un peu votre réaction au travers avec vos mots à ces actes qui sont proches de la belligérance, peut-être ils le dépassent, mais quand vous voyez cela, comment réagissez-vous? Alors, bonjour, monsieur Azalbert, et je salue également tous les amis de la France qui nous écoutent. Alors, vous avez dit à juste titre que les hostilités avaient commencé le 24 février 2022. Je voudrais quand même prendre un tout petit peu de recul, si vous le permettez, parce que si on fait commencer le film au 24 février, on en manquait une partie de l'histoire. Euh, Moi, je vois dans cette affaire trois approches possibles. La première, c'est, comme le disait Montesquieu, celui qui déclare la guerre doit être condamné, mais celui qui la rend inévitable doit être encore plus condamné. Bon, qu'avons-nous fait? Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait pour éviter cette guerre. Je rappelle quand même que le président de la République, M. François Hollande, a eu, je ne sais pas si je dois dire le cynisme, la naïveté, ou je ne sais pas, de dire que les accords de Minsk ne devaient pas être respectés, comme d'ailleurs Angela Merkel, la chancelière allemande. C'est-à-dire que d'emblée, on a dit que c'était de l'enfumage, c'était pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps et se réarmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour empêcher cette guerre qui a été voulue. Il faut pas se cacher, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Elle a été voulue par l'OTAN et les États-Unis. C'est clair. Bon, ça c'est le premier point. Et ça me fait très mal parce que je crédite la violence. Elle n'avait pas besoin de ça. Deuxième point. Alors, vous l'avez évoqué également. Euh, Nous, affaire en Ukraine. Nous ne faisons pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Nous n'avions pas d'accord de défense avec l'Ukraine et en plus, nous n'avons pas d'intérêts vitaux en Ukraine. Alors, c'est un choix politique, d'accord, mais un choix qui a été fait dans une circonstance très particulière. Le président a décidé en solo, sans consulter le Parlement, faisant fi de toutes les procédures habituelles dans de tels engagements qui sont quand même gravissimes. Et puis ensuite, il y a l'aspect illégalité de la démarche. C'est en février, lorsqu'avec pardon, le président ukrainien, ils ont signé sur un coin de zinc, quoi, un papier concernant l'aide de la France à l'Ukraine, là encore, sans aucune procédure, aucune consultation du Parlement. C'est, alors, ces trois angles d'approche sont tout à fait inacceptables. Parce que, encore une fois, c'est la voix de la France qui est discréditée, qui est mise en jeu. Mais ça a des conséquences gravissimes, on va y venir sans doute. Évidemment, la première victime, c'est le peuple ukrainien. Il ne faut pas se voiler la face. Idriss Aberkan parle, je crois, de 600 000 victimes mortes. C'est-à-dire que l'Ukraine a perdu, pendant ces 2 ans, plus d'hommes que les États-Unis pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Excusez du peu.
Et on continue, sans compter les estropiés. Donc, au plan humain, c'est tout à fait inacceptable. Nous n'avons rien fait pour prévenir et nous ne faisons rien pour arrêter. Au contraire, on en rajoute. On fournit des matériels, on va peut-être y revenir, de façon encore illégale. Ce qui me scandalise, c'est que un président qui doit être le garant de nos institutions foule aux pieds notre constitution, nos lois et celles qu'il promulgue lui-même. Voilà, ça c'est une vision un peu générale, mais qu'on est obligé d'évoquer, sinon on passe à côté de l'essentiel. Et vous avez bien raison de rappeler, de faire ce retour en arrière qui permet aux auditeurs de comprendre un petit peu dans quelle démarche est-on. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que notre implication dans ce conflit n'a pas commencé à la date à laquelle la Russie a envahi. Et d'ailleurs, ça posera forcément des questions sur comment on peut donner les responsabilités et les donner. Et d'ailleurs, quand on parle de responsabilité, cet accord du 16 février 2024 qui a été signé, vous appelez ça sur un bord de zinc, il dit que la France va donner pendant 10 ans de l'argent, va aider, mais aussi 3 milliards d'euros cette année. Et en plus, dans cet accord, il dit que les deux parties reconnaissent que la Russie est responsable pour la reconstruction. Donc on donne déjà les bons points et les mauvais points, sans même se poser la question, sans aucun jugement. Donc ça renforce ce que vous étiez en train de dire. Alors quand on regarde l'envoi d'armes, que ce soit les canons César, des véhicules, il y a eu énormément de matériel de l'armée qui ont été donnés. Alors, parfois, ça a été payé, ça a été pris sur le budget de l'État. Est-ce que vous avez, Général Coustou, un éventail des implications, enfin, du matériel qui est donné et des implications? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'armée de ne plus avoir à disposition ce matériel? Alors, l'état de tous les matériels ou moyens, parce qu'il y a des moyens financiers, voire hommes, c'est notre problème, qu'on donnait à l'Ukraine, sont publiés par l'état-major, les instances officielles. Je n'irai pas dans le détail. En revanche, ce qui est absolument inacceptable, c'est qu'en violation du Code pénal, l'article 411.3 du Code pénal, par lequel la France était interdite de fournir des moyens militaires en les prélevant sur leur propre substance, cet article a été violé. Encore une fois, les gouvernants ont foulé aux pieds les lois qu'ils avaient promulguées ou acceptées. Bon, ça n'est pas acceptable. Et qui s'est élevé contre ça? Très peu de monde. L'essentiel de nos parlementaires, pardonnez-moi, mais que je qualifie de godillots, ils auraient dû hurler. Or, qu'est-ce qu'on a entendu comme voix? Un député, un sénateur, deux anciens ministres, hein, qui d'ailleurs ont engagé des procédures. Mais dans quel pays où est-on? Et là, vous êtes en train de parler du sénateur Houpert, du député Exactement, Nicolas Dupont-Aignan, qui, on le exactement, rappelle, c'est ont ça. engagé une procédure pour demander au chef de l'État, qui avait signé cet accord, d'abord, ils ont demandé à ce que cet accord soit passé devant le Parlement sur le fond de l'article 53, c'est-à-dire Oui, c'est un article où, quand on affecte le budget de l'État, eh bien, on doit retourner devant le Parlement. Le président de absolument. la République n'a pas voulu aller sur le fond de l'article 53, il est allé sur l'article 50-1, qui est un article qui est non engageant pour le gouvernement. Donc, c'est donc une consultation glorifiée. Et ça, j'imagine que quand vous voyez ça, vous vous dites, ah ben, c'est encore une petite entorse au contrat social ou à notre code pénal, j'imagine. Vous dites petite entorse, vous êtes bon. Oui, alors à ce titre, j'avais déjà écrit, je ne suis pas un écrivain, mais j'écris de temps en temps des billets d'humeur. J'avais écrit sur ce sujet et j'ai dénoncé non seulement l'illégalité, mais la légalité, attirer l'égalité de ce procédé. C'est-à-dire c'est un vide juridique absolu. Et de cette manière, on engage la France. C'est invraisemblable. Alors, j'ai moi-même déposé plainte, d'ailleurs récemment, contre trois ministres. Le premier, le ministre des Armées et le ministre des Affaires étrangères.
parce qu'ils ont laissé faire cela. Ils sont co-responsables. Un jour, ils auront à rendre des comptes. Il n'est pas normal que les responsables de notre gouvernance laissent violer de cette manière nos propres lois. Voilà, alors, je ne fais pas trop d'illusions. La Cour de justice de la République est là pour traiter des cas des ministres qui sont un peu gênés par la justice. Ils ne vont pas se faire de misère entre eux. Je ne suis pas le seul. Le général Pélisardi a lui-même déposé plainte dans ce sens. Je crois d'ailleurs que vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu, je l'ai interviewé il y a C'est ça. quelques jours, la semaine Bon, dernière. je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais nous ne devons pas baisser les bras. La manière dont notre président joue toujours en solo est inacceptable. Un jour, j'ai écrit, ça a contristé, j'ai écrit que qui voulait mourir pour un tyran. Alors, j'ai quand même pris la précaution de vérifier dans mon Robert la définition du tyran que je vous donne. Est une personne qui, ayant le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue, oppressive. On me démontre le contraire. Voilà. Donc, il se moque éperdument du peuple qui, ne l'oublions pas, selon l'article 3 de la Constitution, détient la souveraineté nationale. C'est quand même à lui que revient le dernier mot, à qui il n'a pas demandé le premier mot. Voilà. Donc, cette façon de procéder, pour le soldat que je suis, est inacceptable. Pourquoi? Parce que, au-delà, enfin, parmi les moyens engagés, vous avez évoqué les moyens humains. Je rappelle d'ailleurs que lorsqu'il a évoqué l'engagement de troupes au sol, option qui n'était pas à exclure, il y a eu un tollé de la part de tous les pays européens, de l'OTAN et même des États-Unis. Donc, on s'est trouvé le cavalier seul. Bon, alors, qui peut croire que nous sommes par ailleurs en mesure d'affronter l'armée russe? Nous n'avons aucune raison d'affronter l'armée russe. La Russie, de mon point de vue, n'est pas l'ennemi. Nous n'avons rien à faire là-bas. C'est un conflit qui ne nous concerne pas directement. Voilà, donc j'ai déposé plainte. On verra bien les suites données. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille. Alors donc, vous avez déposé plainte à la Cour de justice de la République Oui, contre trois ministres oui, pour justement avoir enfreint cette loi qui dit que quand on envoie des armes, quand on prélève un stock d'équipements sur le stock de la défense, ça veut dire qu'on met à mal notre défense potentiellement. Eh bien, on est exactement. passible de 30 ans d'emprisonnement et de 450 000 euros d'amende. Comme vous dites, vous Exactement. ne vous faites pas d'illusions, mais vous ne voulez pas que ces ministres enfreignent de manière pérenne ces lois et donc vous décidez que c'est important pour vous d'agir parce que, en tant que, comme vous dites, soldat, c'est quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que vous étonnez qu'il y ait peu de personnes qui parlent justement de ces plaintes et qui parlent de ces actions et qui vous emboîtent le pas? Oh, je l'ai fait plus que mal étonné. J'en suis scandalisé. Les Français sont complètement, je ne sais pas, neutralisés. Euh, je n'ai pas de télévision. Et d'ailleurs, je me souviens d'une formule d'un vieux missionnaire qui avait passé beaucoup de temps en Afrique qui disait le tabernacle du démon. Les gens sont complètement, euh, euh, comment dirais-je, abasourdis, neutralisés, lobotomisés par cet écran. Hein, devant les grands médias, par les subventions qu'ils reçoivent. Je crois que les Français, pour une part, n'ont plus la lucidité, c'est-à-dire ne voient plus clair. Et quand ils voient clair, pour certains, ils n'ont plus de discernement. Ils ne discernent plus le bien du mal, la vérité de ce qui est faux. Voilà. Donc, effectivement, ça me scandalise qu'il y ait si peu de réactions. Pardon, un détail quand même. On m'a proposé à moi, général, on m'a demandé si je voulais bien écrire un message pour la paix. Bien évidemment que j'écris un message pour la paix. Je ne suis pas un belliciste. La défense, c'est fait pour se défendre. Quand on part en vacances, on ferme sa maison à clé. Ce n'est pas pour agresser le voisin, c'est pour préserver ses intérêts. La défense est là pour préserver les intérêts de la France, de la France. Après, si on est désaccord avec d'autres,
on les honore, mais d'abord nos intérêts. Alors d'abord nos intérêts, bien sûr qu'il faut les défendre. Ceci dit, pendant toute cette période de la crise, beaucoup de personnes se sont posé la question de la position des militaires en disant, mais est-ce que, tout à l'heure vous avez pris la définition d'un tyran, est-ce que Emmanuel Macron ira jusque à envoyer nos troupes au sol? Est-ce que les militaires doivent suivre des ordres? Et on se pose toujours la question de la différence entre les militaires à la retraite, comme vous-même, ou les militaires d'active. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur à quel moment un militaire doit suivre les ordres qui lui sont donnés, même si jamais ces ordres vont contre les principes dictés dans la loi? Oh, en fait, c'est extrêmement simple. Il suffit de lire la loi. Il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Palagos, par laquelle un militaire a le devoir de désobéir s'il reçoit un ordre illégal. Alors, deux exemples très simples. Un capitaine enjoint à son lieutenant de faire parler un prisonnier, quels qu'en soient les moyens, y compris la torture. Le subordonné a le devoir de ne pas obéir, parce que nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous sommes des soldats qui agissons dans le cadre de nos lois et des traités signés par la France. La torture est interdite, point barre. Ça ne se discute pas. Alors maintenant, quand on est au niveau, au niveau des chefs d'état-major des armées, c'est plus compliqué. Parce que le président, lui, est un civil, un politique. Comment exprime-t-il ses souhaits, ses aspirations? Ce n'est pas toujours facile à cerner. Il tant est qu'il en est. Et, et les directives du président, pour faire court, doivent être transmises par le chef d'état-major des armées aux soldats. Un soldat, je rappelle ce qu'a dit le général Lecointe, c'est quelqu'un qui tue sur ordre. C'est ça la réalité. Hein. Un soldat est armé. Alors, le chef d'état-major des armées n'a pas tellement de solutions. Soit il obéit à un ordre qui est qualifié d'illégal, comme celui qu'on vient d'évoquer, fournir des moyens à les prélevant sur la défense, auquel cas il sort de la légalité lui-même. On dit que l'armée est très légaliste. Dans ce cas, s'il obéit, il sort de la légalité. Il viole lui-même l'article 411.3 du Code pénal. Le président de la République est intouchable en tant que président devant la justice. Le chef d'état-major des armées, lui, peut avoir rendu compte. D'ailleurs, M. Patrick Pazin a écrit une lettre ouverte au chef d'état-major des armées dans ce sens, pour le mettre face à ses responsabilités. Alors, si le chef d'état-major des armées ne veut pas obéir à un ordre illégal, il n'a pas 36 solutions. Il quitte ses fonctions. Voilà ce que je peux dire. Et donc, ce sont des conséquences qui sont importantes dans la mesure où, à partir du moment où le chef des armées va obéir à un ordre illégal, comme vous dites, il devient lui-même enfin, co-belligérant ou belliciste, quelque part, et il Oui. enfreint la législation. Mais alors, on va s'arrêter où comment fait-on pour retrouver un peu de bon sens, on va dire? Le bon sens, c'est parce qu'il inonde nos instances supérieures. Je, je comprends très bien la difficulté de la position du chef d'état-major des armées. Je dis souvent qu'il a des lignes rouges. J'ose espérer que ces lignes rouges, un jour, il ne les franchira pas. Je ne sais pas quelles elles sont. Je n'ai pas à le savoir. Mais il y a des moments où on va très loin. Et à partir du moment où la loi est violée, un soldat digne de ce nom doit s'élever. D'ailleurs, je rappellerai ce qu'a dit le maréchal Lyoté en son temps. L'indiscipline est la marque des grands chefs. Alors, il ne s'agit pas d'une indiscipline banale. Il s'agit d'un respect de la loi. C'est-à-dire, l'indiscipline a un ordre illégal. Moins par mois, ça fait plus. Bon. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Mais personnellement, je ne crois pas à une déflagration générale. Je ne crois pas à un engagement de nos forces sur le théâtre ukrainien. Tout d'abord parce que nous n'avons pas les moyens.
moyens matériels. On s'est défait d'un certain nombre de nos capacités. Et en plus, si on compare, si on fait la balance des potentiels, on ne fait pas le poids. En plus, l'armée russe a quand même 2 années de guerre haute intensité, savoir-faire qu'on a perdu depuis longtemps. Quand j'étais à l'école de guerre en 84-86, c'était notre pain quotidien. Depuis, les engagements de la France ont eu lieu ailleurs, en Afrique essentiellement. Là, nous sommes capables d'être excellents. Et aucune armée au monde ne peut vraiment être à notre niveau, il faut le dire. Nous avons une armée qui était excellente au plan de la qualité de ses engagements. Mais aujourd'hui, c'est une autre guerre. Donc, nous n'avons pas les moyens et on ne tiendrait pas longtemps. On dit quelques jours, 3 jours, sur un front de 80 kilomètres. Voilà l'armée française aujourd'hui. On serait capable d'engager quelques milliers de personnes, mais qu'est-ce que ça ferait? Alors, on parle beaucoup d'engagement de troupes au sol éparses. Actuellement, il y a des bruits persistants qui font état d'une centaine d'hommes du côté d'Odessa. Bon, tout ça, c'est à confirmer. Nous savons que nous avons déjà en Roumanie, mais franchir la frontière, c'est franchir un pas de plus dans le cadre de la co-belligérance dont nous serions les auteurs, vue par les Russes. Parce que on veut prêter aux Russes notre façon de voir les choses. C'est se tromper. Il faut comprendre comment celui qui est en face, si tant est qu'il soit en face, réagit et perçoit notre comportement. Aujourd'hui, il nous considère comme co-belligérants. Et chaque fois que notre président brandit un jour la dissuasion nucléaire, un autre jour un engagement des troupes au sol, il fait monter la pression. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de régler le problème de manière politique, il attise les braises, il souffle sur les braises. Bon, alors, je ne crois pas que ça ira très loin. Je ne crois pas à la guerre, parce que nous n'avons pas les moyens. Même si, alors, ça, c'est quand même le joker négatif, même si les Américains et l'OTAN qui sont derrière tout ça sentent qu'ils perdent la main, parce que le conflit militaire, c'est presque secondaire. Le peuple ukrainien, ses profits et pertes, je suis désolé pour les 600 000 morts, mais l'enjeu de cette guerre, il faut appeler un chat un chat, c'est le bras de fer entre les États-Unis et la puissance du dollar face au reste du monde, c'est-à-dire une quarantaine d'États qui sont en train, qu'on le veuille ou non, de perdre la main. La guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, elle est perdue pour le camp occidental. J'en suis navré, mais c'est comme ça. On le voit de jour en jour. Les Américains sont de plus en plus réticents à soutenir l'Ukraine. On entend même dans la presse, bon, avec les réserves qui s'imposent, qui cherchent un successeur à M. Zelensky. On verra bien. Je dire que moi, je ne crois pas à un engagement. S'il avait lieu de la part de la France, ce serait de façon marginale. Et de toute façon, nous ne pourrions qu'avoir des pertes. Mais je ne crois pas à l'engagement, un embrasement général. Général, vous venez de mentionner la dissuasion nucléaire. Quand vous entendez le président qui n'exclut pas de mutualiser notre dissuasion nucléaire à l'Europe de manière à, on va dire, garantir notre intégrité territoriale en tant que militaire, comment réagissez-vous à cela? C'est tout à fait inacceptable et irresponsable. La dissuasion nucléaire, c'est pour préserver nos intérêts vitaux. La France, l'Hexagone, la population, nos intérêts. Est-ce que nous avons des intérêts vitaux dans cette affaire? Non. Est-ce que la Russie est un ennemi pour nous? Pour moi, non. Euh, je l'ai déjà dit, je crois, je vois mal M. Poutine avoir envie d'envahir le Liechtenstein, la France, pour aller se baigner dans l'Atlantique. Soyons raisonnables. Bon, donc pourquoi brandir le, l'épouvantail des dissuasions nucléaires? Moi, j'ai plutôt le sentiment, ça n'engage que moi, que sentant qu'il perd sa légitimité en France, où il est accueilli plutôt par des concerts de casseroles que par des hurrahs, eh bien, il se trouve un ennemi extérieur. Mais surtout, c'est qu'il est, il est aux ordres de puissants qui ne sont pas, qui ne défendent pas les intérêts de la France. Alors, la dissuasion nucléaire pour l'Europe, pour moi, c'est un non-sens.
la décision nucléaire appartient à la France. C'est pour les intérêts des Français. Il doit consulter les Français. Personne n'a été consulté. Les parlements ne parleront pas d'un référendum qui, pour se jeter un gros mot, il est en solo. Donc, pour moi, c'est complètement irresponsable. Et de toute façon, personne n'a intérêt à une vitrification générale, car tout le monde serait perdant. Alors, c'est inqualifiable. Et là, je suis surpris que certains de ses collaborateurs les plus proches ne retiennent pas la main. Sauf que, pour l'instant, ce sont des paroles. Ça fait 7 ans qu'on est habitué aux bonnes paroles, au grand blabla, avec les suites que l'on connaît. Donc, c'est gênant. Ça ne va pas dans le sens de l'apaisement, mais je ne crois pas que ça débouchera sur quelque chose de concret. Bien, écoutez, Général Coustou, merci beaucoup pour cet entretien, pour avoir répondu à ces questions. Donc, je rappelle, en tant que militaire, en tant que soldat, vous avez regardé nos lois être violées et au bout d'un certain temps, vous avez décidé, aux côtés d'un sénateur et d'un député qui avait été très courageux en posant des questions au gouvernement, notamment à Emmanuel Macron, en lui disant, mais écoutez, cet accord, est-ce que vous allez vraiment le faire voter ou pas? Eh bien, vous êtes allé un pas plus loin. Vous avez donc déposé plainte contre 3 ministres, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe et le ministre des Armées, pour avoir prélevé de l'équipement, du matériel militaire sur le stock qui appartient à la défense nationale et l'avoir envoyé à un pays en guerre. Vous avez donc attaqué à la Cour de justice de la République ces 3 ministres parce qu'ils sont allés trop loin et il faut leur rappeler à un moment ou à un autre les lois, comme vous dites, ces lois qui ont été, à laquelle on a fait des encoches, même beaucoup plus que des encoches, puisqu'on s'est assis sur un coin de bar, sans respecter vraiment ni la Constitution. Et quand on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas les Français. Vous essayez donc, au travers de vos actions, de démontrer qu'il faut allier la parole à l'action. Et en faisant, vous avez rejoint donc l'action du général Paul Pellizzari, que nous avons reçu chez François. Merci beaucoup, général. Peut-être si je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs de François retiennent de cet entretien? Oh, pour moi, c'est très simple. Je suis engagé dans un certain nombre d'actions. J'avais adressé avec mon avocat, Maître Fabrice Bonnard, une lettre ouverte au président de la République à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse, c'est-à-dire du mois de novembre. Je vous dis d'ailleurs qu'elle n'était même pas arrivée jusqu'à lui. Nous avions proposé une solution pour qu'il sorte du pétrin dans lequel il nous avait mis et lui avec. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie que ça se calme, que ça se règle. Je me bats pour la vérité. Il faut éveiller les Français. Il faut les réveiller. Il faut, par tous les moyens, légaux, toujours légaux. Car le pouvoir a comme mode d'action principal le mensonge. Il n'aime pas la vérité. Alors évidemment, je prends des risques. Je suis surveillé, filtré, écouté, menacé, mais au regard du métier que je fais, c'est relativement peu de choses. Donc je me bats pour la vérité et j'invite tous les Français à se battre pour la vérité. Un dernier point. Savez-vous, chers compatriotes, que ce produit miracle qu'on a pour les vaccins, qui n'est qu'un produit selon le fabricant, n'a toujours pas reçu l'autorisation de mise sur le marché. Voilà ce qu'on vous injecte. Donc, battons-nous pour la vérité. Cette affaire-là est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Je suis désolé, ce n'est pas hors sujet. Tout ça est cohérent. On nous ment en permanence et nous devons ouvrir les yeux. Bon vent. Merci beaucoup, Général. J'amènerai un élément supplémentaire, c'est que hier, il y a le fabricant AstraZeneca ou avant-hier qui a demandé à ce qu'on lui retire cette autorisation de mise sur le marché. Donc, ça va dans votre sens. Les essais cliniques, il y avait donc des autorisations temporaires. Il y a quelques autorisations qui sont en cours. Comme vous dites, elles n'ont pas fini les essais cliniques puisqu'elles devaient finir en 2023 ou 2024. En tout cas, il y a de fortes interrogations et il y a aussi des actions juridiques contre ces fabricants de vaccins. Merci, Général, pour nous avoir donné votre temps, pour nous expliquer que le combat pour la vérité est vraiment quelque chose d'important. On n'a pas parlé du rôle des médias qui, malheureusement, répliquent
et ne se font que le porte-parole des messages du gouvernement. En tout cas, il y a un moment ou un autre, il faut avoir l'esprit critique, conserver l'esprit critique grâce à François. C'est ce qu'on essaye de faire. On est Merci nous-mêmes François. démobilisés, on est nous-mêmes ostracisés, on est nous-mêmes menacés, comme vous le savez tous. En tout cas, on est là et l'important, c'est que pour défendre une France libre, pour défendre une France informée, eh bien, parfois, cela demande d'agir et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, je tiens à vous remercier aussi, vous auditeurs, parce que vous nous permettez d'agir en nous donnant de l'argent, en nous soutenant. Mon général, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Tenez-nous au courant de cette plainte qui, on l'espère, prospérera. Alors, j'ai entendu que vous n'étiez pas, que vous ne faisiez pas d'illusions. En tout cas, il est important que ces ministres, comme vous l'avez dit, se rendent compte se rendent à l'évidence que quand on enfreint la loi, que ce soit sur un ordre ou pas, bien à un moment ou à un autre, on doit le faire dans la légalité. Vous l'avez rappelé pour les militaires, mais ça s'applique aussi à nos ministres. Voilà, c'est pour ça que ces ministres devront répondre et on espère que cette plainte prospérera. Merci à vous tous de nous suivre. Merci, Général Coustou, de nous avoir donné votre temps ce matin et à très bientôt sur François. On continue le combat. Merci.